Minna konnichiwa, salut tout le monde. On continue notre série de reportages sur le Tokyo Game Show 2025. Pour ce deuxième épisode, on s'attaque à ce qui est sans doute le plus grand stand du salon, le stand de Capcom. Cette année, l'éditeur frappe fort avec plusieurs titres très attendus. Pragmata, Resident Evil Requiem, Onimusha Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3, et d'autres jeux que je vais vous présenter avec comme d'habitude nos belles images pour illustrer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de regarder la première vidéo de présentation générale sur le Tokyo Game Show 2025. Et partons sans plus attendre au stand de Capcom. Capcom qui fait dans la démesure avec un stand immense. L'écran de droite était particulièrement grand. Je sais pas si ça se voit sur nos images, mais vraiment, quand on est à côté, c'est colossal. Derrière cet écran se trouvaient les postes de démonstration pour Resident Evil Requiem. Mais tout de suite, je vous propose de passer à gauche de cet écran, près du centre du stand, vers le coin consacré à Pragmata. Parce que pour moi, c'est un des titres les plus attendus. Et depuis son annonce il y a environ 5 ans, je peux enfin le voir de mes propres yeux. Le stand nous accueillait avec une statue de Diana en taille réelle, et une pancarte annonçant la sortie du jeu en 2026. Sur un fond blanc, on découvrait la zone de test avec une grande majorité de postes PS5, et des postes PC dans le fond. L'histoire de Pragmata se passe dans un futur contrôlé par une IA sur la Lune. On y incarne Hugh William, accompagné d'une androïde, Diana, qui cherche un moyen de retourner sur Terre. Et si j'ai bien capté, le nom Diana vient de la mythologie romaine, Diane, déesse de la Lune. Hugh William est un technicien qui ne mâche pas ses mots, membre d'une équipe envoyée pour inspecter une infrastructure lunaire. Suite à un incident, il se retrouve seul et gravement blessé, mais sauvé par Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille. Ce jeu propose un mélange de TPS et de puzzle game. Et c'est justement la partie puzzle game qui fait la particularité de ce titre. Diana a la possibilité d'attaquer les ennemis, ce qui permet d'ouvrir leur protection et d'infliger beaucoup plus de dégâts en tirant dessus. C'est donc indispensable. Lorsque l'on hack, sur la partie droite de l'écran apparaît un tableau. Et pour réussir à hacker, il faut déplacer le curseur du tableau sur l'icône vert, avec les boutons droits de la manette. Et on ne peut pas repasser 2 fois sur la même case. Sur les tableaux, il y a parfois des bonus en fonction des objets récupérés. À nous de décider de les activer ou non. Il faut donc à la fois contrôler Hugh avec le stick, tirer avec les gâchettes, et utiliser les boutons droits comme patte directionnelle pour déplacer le curseur du puzzle. Ça demande de l'entraînement, mais c'est pas impossible. Bon après, dans la démo du Tokyo Game Show, les monstres étaient pas super rapides, mais connaissant Capcom, ça risque clairement de se corser en progressant dans le jeu. L'autre particularité de ce jeu, c'est la gestion des armes. Dans ce futur, il existe un matériel appelé Lunafilament, qui permet de construire un peu tout grâce à des imprimantes 3D. Et dans le jeu, cela nous servira surtout à fabriquer des armes. Mais attention, les armes fabriquées deviennent inutilisables une fois les munitions épuisées. C'est donc une mécanique centrale. On garde bien sûr l'arme de base, toujours utilisable, mais pour infliger plus de dégâts, il faut en fabriquer. Dans la démo, on en trouvait souvent, ce qui permet de garder une bonne dynamique de jeu, sans trop se prendre la tête à courir après la fabrication d'armes. La démo permettait aussi de découvrir un environnement complexe avec du relief. Il faut bien regarder autour de soi, car il peut y avoir des petits couloirs, des plateformes en haut ou en bas. Sans être attentif, on peut passer à côté, mais on peut scanner pour mieux repérer les alentours. Côté gameplay, c'est du TPS dynamique avec un step qui permet d'esquiver. Graphiquement, c'est propre. Soigné dans les détails, que ce soit les décors, ou le design des ennemis, ou les effets. Et pour aider à mettre en place l'univers du jeu, Capcom a fait appel à Monsieur Shoji Kawamori, connu entre autres pour la série Macross, Robotech chez nous. Le directeur du jeu, Monsieur Cho Yong-hee, est aussi un directeur artistique, ayant travaillé notamment sur le remake de Resident Evil 3. Il a une fille qui semble avoir inspiré pour la réalisation de ce jeu. En conclusion, pour l'instant, je ferai un retour positif sur ce Pragmata. Sa sortie est prévue courant 2026 sur PS5, Xbox Series et Steam. On passe maintenant sur la droite du stand avec le gros bloc dédié à Resident Evil Requiem, ou des zombies rôdent à proximité. Ici sur ses gardes éclairant le chemin, Grace Ashcroft, un agent du FBI qui est le personnage central de ce nouvel épisode. Derrière elle, dissimulée par de grands murs pour épargner les âmes sensibles, se trouvait la zone où l'on pouvait tester le jeu. Oublions que Capcom faisait tourner en boucle le trailer de ce jeu sur un énorme écran, car bien évidemment, ça fait pas aussi peur que la démo. Ce 9e épisode se déroule quelques années après Resident Evil Village. C'est un retour aux sources, car on revient à Raccoon City,
là où tout avait commencé avec le premier épisode sorti en mars 1996. Donc Requiem sortira au bon moment pour célébrer les 30 ans de la série. Et là je me prends un bon coup de vieux. Dans cet opus, on suit Grace, partie sur les traces du meurtre de sa mère journaliste. Sauf que Grace n'est pas une dure à cuire comme Léon, mais plutôt quelqu'un qui flippe facilement. C'est justement un des changements de cet épisode. Incarner un personnage moins immunisé contre la peur. La démo du Tokyo Game Show se situait vers le début de l'aventure, dans un établissement à la périphérie de Raccoon City. On pouvait choisir d'y jouer en mode TPS ou FPS. Et c'est bien d'avoir le choix, parce que le mode TPS me fait un peu moins flipper. Et ce réalisme dans les graphismes n'arrange rien. Avec ce contraste entre l'obscurité et la lumière, parfois de la brume, franchement ça rend bien. Mais la démo te met vite une pression de dingue que les graphismes, t'as autre chose à faire que les admirer. Surtout que dans cette démo, Grace démarre sans rien. Juste un simple briquet que l'on trouve au début. Un briquet qui n'éclaire même pas à 2 mètres. Rapidement, on se retrouve dans des couloirs sombres avec une énorme créature qui nous poursuit. Et tu comprends tout de suite que si elle t'attrape, c'est terminé. Tu comprends aussi qu'elle ne supporte pas la lumière. Et que l'obscurité, c'est très dangereux. Et si t'as le malheur d'allumer ton briquet dans l'obscurité quand elle est dans les parages, c'est foutu. Et ces bruits de ses pas qui se rapprochent, ce stress. Et la démo était vraiment pas facile. Même si on pouvait réessayer autant de fois que l'on voulait pendant 20 minutes, j'aurais du mal à croire que beaucoup de monde l'ait terminé. J'en ai discuté avec d'autres et tout le monde était d'accord. J'ai ensuite appris que les développeurs étaient conscients de cette difficulté. Ils estimaient qu'environ une personne sur 10 seulement pourrait la finir. Leur but était clair, nous faire flipper. Eh bah c'est réussi. Après pour ceux qui luttent trop, il y aura normalement un mode facile disponible dans la version finale. Bref, encore un jeu qui promet de nous donner de belles sueurs froides. Resident Evil Requiem est prévu pour le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Steam et Nintendo Switch 2. Et la démo était aussi disponible sur Switch 2. Je me souviens que Capcom m'avait déjà surpris avec le niveau de qualité graphique obtenu avec Resident Evil Revelation sur 3DS. Une prouesse réalisée moins d'1 an après la sortie de la console. Et le directeur de cet épisode 3DS n'est autre que Monsieur Koshi Nakanishi, qui est également le directeur de Resident Evil Requiem. Et là encore, Capcom remet ça avec la Switch 2 en parvenant, une fois de plus, à proposer un portage de qualité. Et comme pour la 3DS, Capcom place la barre haut moins d'1 an après la sortie de la Switch 2. Malheureusement, je n'ai pas de capture pour vous faire une comparaison. A noter que Resident Evil 7 et Village sortiront eux aussi sur Switch 2 le 27 février 2026. Pour revenir au stand, il était aussi possible de tester Resident Evil Requiem sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur des PC portables, ce qui n'est pas fréquent pour ce type de démo. Une fois de plus, pour nous démontrer que ce jeu peut tourner sur différents types de configurations. En revanche, aucune information sur une éventuelle version VR. J'espère qu'il y en aura une, vu que j'ai eu le courage de faire Resident Evil Village en VR, et cela reste une de mes expériences VR préférées sur PS5. Et pour finir avec Resident Evil, Capcom a aussi profité de ce salon pour annoncer une borne Biohazard RE2 Arcade développée par Bandai Namco. Un gun shooting où il faudra dégommer du zombie. On passe à l'opposé du stand, donc la partie gauche, pour la zone Onimusha Way of the Sword. Là encore une large illustration pour décorer les murs derrière lesquels se cachent les meubles de démonstration du jeu. Ce qui nous permettait par la même occasion de découvrir le nouvel artwork principal du jeu, avec à droite Miyamoto Musashi, le héros, et à gauche Sasaki Ganryu, son rival. J'avais déjà fait une brève présentation de la série Onimusha quand j'avais parlé de Onimusha VR. Donc je vais juste rappeler rapidement que Onimusha est une série née en 2001 et qui fait partie des grands classiques du début de la PlayStation 2. Avec pour concept de reprendre les bases du système de Resident Evil mais de transporter l'action dans le Japon féodal. Peuplé non pas de zombies mais de démons appelés Gemma. Le héros est généralement un samouraï possédant un artefact sur l'avant-bras droit qui renferme le pouvoir des Oni, lui permettant d'aspirer les âmes de ses ennemis et de bénéficier d'une force surnaturelle. Sur le côté de cette zone, on pouvait voir les reproductions de 2 artefacts, le gant de Musashi en doré et le gant de Ganryu argenté. La série a toujours eu pour tradition de modéliser les héros à partir d'acteurs réels. Et cette fois, le modèle choisi est Toshiro Mifune, l'acteur légendaire ayant participé à plusieurs films du réalisateur Akira Kurosawa, dont le célèbre Les 7 samouraïs sorti dans les années 50. C'est un point qui n'est pas vraiment mis en avant dans leur communication, mais ils ont clairement mis de la force pour son interprétation. L'action se déroule à Kyoto, au XVIIe siècle, avec un gameplay qui reprend les mécaniques fondamentales de la série. Le gant du démon, qui permet d'aspirer les âmes des ennemis vaincus. Selon leur couleur, Musashi peut par exemple obtenir de l'énergie pour remplir sa jauge d'attaque spéciale. On retrouve aussi le principe de contre, mais cette fois-ci avec davantage de variantes. Par exemple, Ukenagashi, une technique qui dévie l'attaque de l'ennemi pour le déséquilibrer.
Hajiki, qui permet de repousser les projectiles. Issen, une technique qui consiste à frapper l'ennemi juste au moment où il s'apprête à attaquer. Et Kuzushi Issen, qui après avoir brisé la garde ou l'endurance de l'adversaire, permet de viser une partie spécifique de son corps. Grâce au pouvoir du démon, on peut enchaîner des attaques avec différentes armes. On peut utiliser certains objets environnants à notre avantage, comme par exemple soulever un tatami pour se protéger, ou pousser une charrue sur les ennemis. Ce système de parade et de variation dans les attaques sont pour moi un vrai point fort de ce qu'on a pu voir dans la démo. Les animations des attaques sont stylées et les graphismes aussi, avec de beaux décors mélangeant de vrais endroits de Kyoto et des décors imaginaires. D'ailleurs, la démo se déroule à Kiyomizu-dera, l'un des temples les plus connus de Kyoto, célèbre pour ses énormes piliers soutenant la structure. Et Capcom a même consulté les temples représentés dans le jeu pour leur réalisation. Un nouvel opus qui garde une petite fibre à l'ancienne, car comme dans le premier Onimusha, ce jeu n'est pas un open world, mais se découpe en stages. Sur PlayStation 2, j'avais enchaîné les Onimusha, mais j'avoue qu'à partir du 3e épisode, le charme commençait un peu à se perdre. Mais là, au vu de la démo, j'en retrouve la motivation, avec un gameplay qui a sa propre identité. Onimusha Way of the Sword est prévu pour une sortie courant 2026, sur PlayStation 5, Xbox Series et sur Steam. On passe à l'opposé du stand pour la zone Monster Hunter Stories 3. Et pour décorer, 2 Ratalos jumeaux qui sont au cœur de l'épopée de ce nouvel opus. De jolies sculptures soigneusement réalisées. Et voici l'espace où on pouvait tester le jeu. Cette année, pas de décoration comme pour le premier lors du Tokyo Game Show 2016. Une zone sobre pour aligner un maximum de postes permettant de tester le jeu sur PlayStation 5 et aussi en mode portable avec la Switch 2. Monster Hunter Stories est une série de RPG dans l'univers de Monster Hunter, avec un aspect graphique coloré en cel shading. Une série qui visait surtout un public plus jeune, et qui pendant longtemps était exclusive aux machines de Nintendo. À commencer par le premier sorti sur 3DS, auquel j'avais consacré une émission spéciale il y a 8 ans déjà. Ce premier volet sortira aussi sur Switch. Monster Hunter Story 2 sortira d'abord sur Switch. Bien plus tard, ces 2 épisodes sortiront sur PS4 et PC. Et les versions Xbox ne sont toujours pas sorties et sont prévues pour mi-novembre 2025. Mais ce 3e épisode est prévu pour Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS et Steam, ce qui permet d'avoir des graphismes plus beaux, et non pas un upscale de la version 3DS ou Switch. Le rendu de ce nouvel épisode me fait penser aux Zelda sortis sur Switch, avec bien sûr des graphismes plus riches et détaillés, ce qui me laisse penser que le jeu a d'abord été pensé pour la Switch 2. Quoi qu'il en soit, le résultat est joli. On sent que ce jeu se veut plus ambitieux, avec des maps plus vastes à explorer et plus de liberté dans les endroits accessibles, grâce aux différents monstres que l'on peut chevaucher. Car dans ce jeu, on incarne un rider, capable d'apprivoiser les monstres et de les monter. Certains peuvent grimper, planer ou nager. Il faudra donc obtenir certains monstres pour accéder à des zones spécifiques. Les personnages principaux aussi sont plus matures, plus expérimentés, et non pas des enfants qui viennent tout juste de devenir des riders. Le déroulement des combats reprend le système de la série, basé sur un principe de pierre, ciseaux, feuille, ou plus exactement, vitesse, force et technique. La vitesse bat la force bat la technique, et la technique bat la vitesse. Cela paraît simple, mais c'est plus subtil que ça. Chaque rider participant au combat est accompagné d'un monstre. Pour le rider, on peut choisir son type d'attaque de base. Mais pour les monstres, c'est différent, car on ne peut pas choisir leur attaque de base. Chaque monstre a tendance à favoriser un type d'attaque. C'est aussi le cas des monstres ennemis, donc bien connaître leur comportement est un atout. Car par exemple, si on sait qu'un monstre a tendance à utiliser la force, eh bien il suffira de l'attaquer avec de la vitesse pour lui faire plus de dégâts. On peut faire appel à des techniques de monstres, qui utilisent l'un des 3 types d'attaques, ce qui permet de mieux contrôler le déroulement du combat. Et il y a bien d'autres subtilités. Le changement d'arme du rider selon la situation, les attaques combinées avec les monstres, ou encore la possibilité de choisir les parties du monstre à attaquer. J'ai joué plus de 70 heures au premier épisode sur 3DS, car j'avais aimé le concept d'un RPG dans l'univers de Monster Hunter, permettant de récupérer des monstres et de les faire évoluer. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avancer le 2e épisode par manque de temps. Un 2e épisode qui, dans ses fondations, reste proche du premier. Mais ce 3e épisode semble clairement vouloir se démarquer et placer l'aventure à un autre niveau. Monster Hunter Stories 3 est prévu pour le 13 mars 2026. Sur le stand, en bordure des postes de démonstration, étaient exposés 3 amiibo, Rudy et les 2 Ratalos.
On reste dans le même registre pour passer au coin Monster Hunter Wilds qui était juste à côté, avec pour point de repère une armure et un palico. On se trouve désormais dans la partie arrière du stand. Petit rappel, Monster Hunter Wilds est le dernier volet de la série. Un épisode sur lequel je me suis rué lors de sa sortie en février 2025. Ici on pouvait tester en avant-première le contenu collabo avec Final Fantasy XIV, un contenu disponible dans la 3ème update gratuite. On pouvait affronter donc Omega Planet, un robot fait de métal obscur issu de l'univers de Final Fantasy XIV. Ce monstre ne rigole pas, il enchaîne avec une panoplie de coups variés et en plus il bouge vite. En le battant, on peut obtenir des ingrédients pour créer des équipements de Dark Knight et des armes. Il y a d'autres équipements de l'univers du RPG de Square Enix à obtenir pour nos palicots. Le scénario de cette update a été réalisé avec la participation des équipes de Final Fantasy XIV. Lors du TGS, ils en ont profité pour nous présenter la 4ème update gratuite prévue pour décembre, avec l'ajout de Gok Mazios, un énorme monstre apparu dans Monster Hunter 4G. Et ça fait bien 10 ans qu'on l'avait pas vu celui-là. Toujours pour décembre, au Japon sortira une série de vêtements en collaboration avec Puma. Des vêtements exposés ici, en bordure des postes de démonstration. Et toujours dans les news, Monster Hunter Festa est prévu pour le 22 février au Japon. Il aura lieu au même endroit que le Tokyo Game Show, le parc des expositions de Makuhari Messe. Monster Hunter Festa est un énorme événement dédié à Monster Hunter, avec tout un tas d'attractions, d'expositions et des goodies. Mais avant tout, un grand tournoi où il faut vaincre les monstres le plus rapidement possible. Dire que dans un an, cela fera bientôt 20 ans que cet événement existe. Dès 2008, j'étais déjà sur place en presse pour le couvrir. Eh oui, je suis un fan de longue date. Et quand j'y pense, je n'ai pas souvenir d'un autre événement Monster Hunter Festa depuis 2019 au Japon. En tout cas, je n'ai pas filmé d'autres images du Monster Hunter Festa depuis. Des images que d'ailleurs j'ai jamais eu l'occasion de vous montrer. En tout cas, j'espère pouvoir assister au prochain Monster Hunter Festa en 2026. Sur la scène du stand, on pouvait prendre des photos avec un palico sur fond de décor de Monster Hunter Wilds. Juste à droite, encore un espace dédié à Monster Hunter, avec Monster Hunter Outlanders. Un jeu pour mobile que l'on pouvait tester ici et dont j'ai brièvement parlé lors de la présentation du stand de Level Infinite. À la différence de Monster Hunter Now, Outlanders propose une véritable exploration, une action digne de la série, revue et simplifiée pour être plus facile à jouer avec un écran tactile, incluant la possibilité d'utiliser différentes habilités d'attaque. Le jeu contient aussi d'autres particularités, comme l'utilisation d'un mini-planeur permettant de ralentir sa chute et de parcourir de grandes distances. Pour l'instant, il n'y a pas encore de sortie précise. Continuons notre promenade sur la droite pour rester dans les jeux mobiles avec cet espace Resident Evil Survival Unit, que l'on pouvait tester sur tablette. C'est un free-to-play, fruit d'une collaboration entre la Corée du Sud et le Japon, avec au développement Joy City Corporation et Aniplex. C'est un jeu de stratégie où l'on doit, entre autres, survivre à des vagues d'attaques de zombies et affronter des monstres emblématiques de la série, en formant des équipes composées de personnages bien connus de l'univers Resident Evil. Le jeu renferme d'autres éléments de gameplay, mais je n'ai pas énormément d'images pour illustrer mes dires, donc je vais faire court. Le titre est prévu pour courant 2025. Allez, on passe à côté pour le coin Luceno Logman Perfect Collection, une compilation regroupant les 3 Mega Man Star Force dans leurs différentes versions. Cette compilation sortira en Europe sous le nom de Mega Man Star Force Legacy Collection. Ici, les postes de démonstration permettant de tester la démo sur Switch. Mega Man Star Force est une série parue sur Nintendo DS à partir de 2006, d'abord au Japon, pour célébrer les 20 ans de la franchise Mega Man. Et oui, l'année prochaine, la série fêtera ses 40 ans, un anniversaire qui sera donc marqué par la sortie de cette collection prévue pour 2026. Les Mega Man Star Force sont des actions RPG destinées à un jeune public. L'aventure se déroule dans un futur où des extraterrestres venus de la planète FM sont à l'origine de nombreux problèmes. Ces envahisseurs existent sous forme d'ondes électromagnétiques et sont invisibles au commun des mortels. Sauf le héros qui dispose de lunettes spéciales lui permettant de voir un monde parallèle constitué d'ondes. Je ne sais pas pour vous, mais la combinaison du héros me fait penser à Wigman. J'ai des références de vieux, que voulez-vous. Les graphismes en 2D adoptent une vue isométrique, sauf pendant les combats où l'action se passe en 3D. Dans une arène composée de 3 lignes formées de plusieurs cases. Et c'est justement ce système de combat qui fait la particularité de la série. Même si ce système n'est pas très compliqué, c'est un peu long à expliquer donc je vais résumer. Notre héros peut se déplacer librement à l'horizontale sur ces 3 lignes, lui permettant de viser un ennemi ou d'esquiver une attaque. Ce n'est pas du tour par tour, l'action est continue, il faut sans cesse bouger pour attaquer ou esquiver. En plus du tir standard, utilisable à volonté, les attaques spéciales sont déterminées par des cartes de combat. Et pour faire de vrais dégâts, ces cartes sont indispensables. Mais on ne peut en sélectionner que 2 à la fois. Parfois plus dans certaines conditions, mais je passe les détails.
Après utilisation, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir choisir de nouvelles cartes. On récupère ces cartes tout au long de l'aventure, ce qui nous permet progressivement d'améliorer son deck. Le premier Megaman Star Force existe en 3 versions, Leo, Dragon et Pegasus. Sur le même principe que Pokémon, c'est le même jeu avec quelques variantes. Chaque version contient des cartes et des transformations exclusives. Il y a aussi un mode versus qui permet d'affronter ses camarades. La démo du stand permettait de tester les 3 versions du premier volet. Cette Megaman Star Fox Legacy Collection réunit l'ensemble des versions de la trilogie. Donc en plus des 3 premières versions du premier épisode, elle inclut les 2 versions du deuxième et les 2 du troisième, soit un total de 7 versions. Cette collection inclut la possibilité de modifier la difficulté, de choisir entre les musiques originales ou réarrangées. Elle contient des cartes bonus autrefois disponibles uniquement via des événements spéciaux ou des jouets, car au Japon il y avait tout un tas d'accessoires autour du jeu, le tout appuyé d'un animé diffusé à la télé. Il y a un lecteur de musique pour écouter les pistes originales et réarrangées du jeu, un mode galerie qui contient un bon millier d'illustrations, et enfin cette collection permet de jouer en mode versus en ligne. Megaman Star Force Legacy Collection est prévu pour courant 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. On se déplace encore d'un cran à droite où l'on retrouve Chun-Li pour le coin Street Fighter 6, qui a déjà fêté ses 3 ans. Et comme on peut le voir sur l'affiche suspendue au-dessus de la zone, il présentait l'édition Years 1-2 Fighter Edition, et je suis même pas sûr de comment ça se prononce. Bref, cette édition, en plus du jeu de base, contient aussi les personnages ajoutés les 2 premières années. Mais je pense que beaucoup de joueurs étaient surtout là pour tester le nouveau personnage, Crimson Viper, qui à l'origine est apparu avec Street Fighter 4. Et si on continue encore à droite, on arrive sur une grande scène où on pouvait se faire agresser par des zombies. Et on a fait le tour complet du stand de Capcom, qui cette année nous a gâtés avec de grosses licences, le retour prometteur d'Onimusha et une nouvelle IP, Pragmata. Tout cela nous promet une année 2026 bien chargée et on va pas se plaindre. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous balader pour regarder d'autres vidéos. Et vous allez vite constater qu'il y a du travail et de la passion derrière. Et je le rappelle parce que c'est important, mais les images que vous voyez, c'est nous qui les avons filmées. Et c'est aussi le cas pour les archives, comme par exemple les images du Monster Hunter Festa 2008. Merci encore et à bientôt j'espère. Je vous fais des grosses bises. Soredeva, sayonara.